Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci aussi. Enfin, c'est un très grand honneur de me retrouver parce que je ne suis pas éthicien. De me retrouver avec, avec Didier Sicard, un grand éthicien. Je suis obligé de travailler parce que je suis quelqu'un de terrain, de travailler avec des gens qui ont cette expérience de terrain, comme des anthropologues, mais aussi comme des gens de la médecine humaine et vétérinaire. Et vous allez le voir aussi parce qu'il faut avoir cette collaboration avec des gens du droit et notamment du droit de la santé ou du droit de l'environnement quand on commence à travailler à ces liens entre santé humaine, santé animale et je dirais santé des écosystèmes. Alors, comme ça a bien été fait, hein, je suis écologue de formation et parasitologue aussi en biologie évolutive et j'ai la chance d'être à Thaïlande en ce moment depuis quelques années. Je suis professeur invité dans une faculté de médecine vétérinaire. Je ne suis pas vétérinaire. Et je suis aussi professeur invité dans une faculté de médecine tropicale. Je ne suis pas médecin. Mais ça veut dire que finalement, en Thaïlande, c'est possible d'être dans ce deux types de facultés, de conduire finalement des travaux que nous allons à pouvoir découvrir à cette interface finalement entre l'animal sauvage et domestique et les humains. Alors, en fait, pourquoi en fait tout ça? Parce que depuis tout le temps, depuis que je commençais à faire de la recherche, je me suis intéressé à pourquoi il y a tant de parasites. Pourquoi en fait plus de la moitié de la vie sur Terre est parasite de l'autre moitié de vie sur Terre et certainement peut-être beaucoup plus, c'est qu'on découvre juste tout le monde viral de l'autre côté, quoi. Et ça veut dire que on se retrouve à travailler en confrontant et en étudiant les interactions entre, par exemple, une diversité de mammifères dans l'ordre évolutif, y compris donc les primates humains et non humains, et tout un ensemble de parasites, tout ensemble. Et rien que là, finalement, on se retrouve confronté avec pas mal de questions concernant des aspects de protection divers, hein, on le verra, et des types divers pour travailler sur tous ces animaux, y compris les humains et des choses peut-être certainement différentes concernant les parasites. Les parasites, finalement, on les éradique hein, et, souvent, et finalement, ils ne sont pas de sujet de même droit que les humains et que les non-humains. Mais finalement, c'est ça qui m'a petit à petit appris à me poser la question pourquoi tant de maladies infectieuses touchant les humains. Et quelque chose qui est vraiment important à comprendre, c'est finalement cette relation forte qu'il y a avec la domestication animale. Si je reprends finalement le temps depuis la domestication, début de la domestication de tous les animaux, c'est-à-dire avec le chien bien avant la révolution néolithique et après qui s'est euh, accompagné, c'est-à-dire qu'on a une communauté d'animaux domestiques et apprivoisés qui a commencé à s'installer vraiment avec le début de l'agriculture et le début finalement de cette domestication. On voit qu'on a une très bonne relation entre ce temps de domestication, ce temps de vie en commun et le nombre de maladies infectieuses que l'on partage avec chacun de ces animaux. Mais plus aussi, il est aussi finalement un partage entre tous. C'est-à-dire qu'un nouvel animal qui rentre dans la communauté de vie des humains et des non-humains, domestiqués ou apprivoisés, vient avec ses microbes, pas forcément pathogènes, hein, virus et microbiens, parasites, et finalement va donner une partie de ces virus pathogènes microbes et va en recevoir. Donc finalement, on est vraiment dans cette vision qu'on doit avoir que ça continue d'évoluer, c'est quelque chose en commun. Ça, c'est important parce que ça nous permet de comprendre pourquoi ces animaux domestiques sont si importants comme pont, mais aussi comme recombinaison, comme finalement source pour la majeure partie de nos zoonoses, ou en faisant des ponts avec les autres animaux sauvages. Donc finalement, de faire ce lien entre l'animal sauvage et l'animal domestique. Alors on reprendra comme l'autre question qui m'est venue en 2008, hein, c'était essentiellement à travers un papier qui était sorti donc par le groupe américains et anglais autour de Jones qui ont regardé les points chauds d'émergence de maladies zoonotiques et dans un de ces points chauds il y avait l'Asie, hein, Asie du Sud-Est mais aussi Asie du Sud et Asie de l'Est, très importante. C'est vrai qu'il y avait eu plusieurs émergents déjà et jusque réellement assez récemment encore, évidemment, ce SARS-CoV-2 originaire d'une petite chauve-souris insectivore. Sachant qu'on a finalement eu
de nombreux exemples d'émergence, alors de coronavirus et d'autres finalement associés aux chauves-souris, mais aussi aux rongeurs, et de voir que les animaux domestiques ou les animaux nouvellement mis en élevage sont importants finalement dans ce pont entre chauves-souris et humains. Et finalement, c'est ça qui m'a commencé à me dire qu'il fallait mieux comprendre les choses, c'est que si je regarde la biodiversité qu'on a en mammifères et oiseaux sur la planète et qu'on voit ces points chauds, hein, donc cette carte avec ce qui est un peu plus, je dirais, enfoncé, on voit la zone intertropicale très riche en biodiversité, mammifères et oiseaux. Si on regarde toute la connaissance qu'on a sur les maladies endémiques qui ont été décrites chez les humains, donc qui ne sont pas forcément des épidémies, on voit une bonne relation à ce qui est normal, c'est-à-dire que la biodiversité des microbes, des virus, bactéries, protistes et helminthes, hein, les vers, c'est de la biodiversité. Biodiversité est associée à la biodiversité. Par contre, ce qui s'est passé relativement récemment, c'est une grande baisse de cette biodiversité. Quand on regarde sur la biodiversité, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'on a essentiellement un point chaud de perte de biodiversité, c'était aussi en 2008. Et si on met ensemble finalement les épidémies de maladies infectieuses, celles qu'on depuis les dernières décennies, qu'on commence à noter de plus en plus, si on regarde ça, si on les corrige pour je dirais, le bruit de fond de la diversité des maladies infectieuses humaines, on voit que ce nombre relatif d'épidémies, il est associé à la baisse de biodiversité. C'est-à-dire que la perte de biodiversité en cours, l'extinction qui est en cours, particulièrement forte en Asie, et notamment, vous voyez, le Yunnan apparaît sur cette carte-là, semble être associée avec une augmentation des épidémies. Alors c'est là que finalement, on commence à regarder toutes ces données et on voit, si on s'intéresse, on partage, alors on utilise des grosses bases de données, si on regarde ce partage de virus à ADN et ARN, donc à peu près 2000 espèces qu'on connaît de ces virus-là, sur un peu plus de 700 espèces de mammifères, on s'aperçoit qu'on a encore une fois un partage de ces virus entre les primates et les humains, et puis tout un ensemble d'animaux. Et qu'est-ce qui sont importants sur ces animaux? C'est encore les rongeurs, c'est encore tout ce qui est ces animaux domestiques et les relatifs, et un peu les chauves-souris. Les chauves-souris, ça a l'air d'être un peu plus récent. Il se passe quelque chose certainement de nouveau avec les chauves-souris. C'est pour ça que finalement, à partir de là, je pensais que j'ai un peu tout laissé tomber, beaucoup de choses en France pour repartir sur le terrain, faire vraiment du terrain depuis 2008 jusqu'à maintenant, s'installer au Laos, Cambodge, travailler aussi beaucoup en Thaïlande et travailler sur ces liens qui peuvent exister entre biodiversité, changement d'usage des terres et puis aussi perte de biodiversité, perte aussi de diversité culturelle, fardeau de maladies infectieuses tropicales qui existent toujours et émergence nouvelle. Donc ça, finalement, c'est beaucoup de terrain. C'est plus d'une année, une année et demie complète que j'ai passé sur le terrain, donc à collecter. Donc je suis un zoologue, un mammologiste aussi de terrain, donc collecter ces rongeurs, travailler avec les populations aussi à les collecter, avec les gens qui les connaissent, développer des approches de changement d'études paysagères, de développer de plus en plus des approches d'épidémiologie et travailler de plus en plus avec les communautés locales, les dispensaires, donc à la fois sur les connaissances partagées et aussi sur leur épidémiologie, leur santé. Et puis continuer à investiguer tout ce qu'il peut trouver sur ces rongeurs. Et je vous donne juste le dernier papier qui est sorti. On a trouvé, finalement, grâce avec les collègues de l'Académie de médecine de Chine, qui ont fait le nombre complet de 3000 rongeurs à peu près que nous avons collectés le long du Mekong et aussi depuis le bas de la Thaïlande jusqu'au Laos du Nord, 500 000 virus. 500 000 virus, dont plus de 7 000 non classifiés. Donc, c'est-à-dire finalement une diversité énorme. Alors, on retrouve des virus qui sont déjà émergés chez les humains, des hantavirus, des arénavirus, des mammarénavirus, des copoxvirus, des hépatites virus, tout un ensemble de choses. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui a été le contre? Est-ce que finalement, c'est la méthode de faire, c'est-à-dire de faire simplement tout ce virus? Mais ça va m'amener finalement à ma première
question qui m'est arrivée très rapidement et qu'on a commencé à pouvoir discuter notamment avec Claire Lajeunie, et avec d'autres sur l'éthique finalement de l'échantillonnage, sur l'éthique finalement de collecter. Et là, qui pose aussi la question non seulement de l'éthique de travailler avec les animaux sauvages, on en reviendra, mais aussi finalement avec l'éthique et les responsabilités de transport de matériel biologique qui sont issus de la faune sauvage, dont on ne connaît pas ce qu'il y a réellement, mais qui sont potentiellement des sources de risques pour déjà les gens qui les manipulent, comme nous-mêmes sur le terrain, qui manipulons ces animaux, mais aussi pour évidemment les collègues dans les laboratoires et les populations générales. On a toujours à l'esprit, surtout maintenant, ces problèmes de sortie d'échantillons et de contamination par donc ça pose finalement tout un ensemble qu'on a commencé à explorer avec Claire et puis avec une autre collègue de Singapour sur les aspects de screening, d'échantillonnage, de biobanking et de conservation. Donc à la fois entre ces données, ces biobanques et tout l'éthique est associé à ces interfaces entre l'humain qui est relativement bien fait, l'animal vétérinaire pour les vétérinaires qui est moyennement bien fait et la conservation qui, on doit le dire, n'est pas très très bien fait, qui reste encore beaucoup à faire, ne serait-ce que déjà sur finalement les conditions de biobanking. Le deuxième point que j'aurais souligné, c'est finalement l'éthique des données. L'éthique du partage, c'est que Léo nous a bien dit au départ qu'on avait cette volonté d'ouverture des données, il fallait cette transparence, mais ces données, elles sont aussi, elles appartiennent à quelqu'un, elles appartiennent à des institutions, elles sont aussi individuelles ou collectives, communautaires, il y a des régulations, donc finalement, il y a tout un ensemble, une construction qui est de plus en plus importante, et on l'a vu d'ailleurs aussi récemment sur le partage des données des séquences de virus, qui pose la question des avantages et des inconvénients sur finalement le besoin et la nécessité finalement de partager des données et des données qui ont des conséquences importantes si on prend simplement le cas des émergences. Mais ce n'est pas que cela, ça concerne aussi tout un ensemble de santé humaine, de santé animale et de biodiversité, qui est encore plus mis en exergue avec le protocole de Nagoya sur l'accès, le partage des bénéfices et notamment des bénéfices et partage des connaissances sur les pathogènes à l'interface humain-animal et faune sauvage, sachant que les pathogènes humains sont un peu plus dans le scope finalement de l'OMS, mais par contre tout un autre ensemble n'y est pas du tout, et par contre est dans le scope tout à fait du protocole de Nagoya. Mais je n'y rentrerai pas dedans. Le troisième point qui est important, c'est finalement l'éthique de la prédiction, parce que c'est là tout de suite qu'on se rend compte que travailler finalement à cette interface, où on l'avait vu, de récolter de ces données au niveau international, d'aller les chercher aussi, et on a énormément de données qui sont faites, on a aussi des manques dans ces données, on a des biais dans ces données, mais on s'en sert pour faire des prédictions, pour faire des scénarios, pour se préparer finalement. Et ça nous suppose de se poser effectivement des questions. Alors, l'écologie, et notamment ce qu'on appelle l'écologie prédictive, se pose ces questions depuis quelques années déjà, bien avant finalement cette pandémie, Et ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement qu'une éthique de l'écologie, de la prédiction, se pose obligatoirement sur l'acquisition des données et des connaissances. C'est-à-dire ces connaissances qui sont finalement des connaissances aussi des communautés locales, des États, des administrations, qui en fait, quelles sont ces connaissances et qu'est-ce que ça voudrait dire d'un accès libre ou un accès partagé de ces connaissances et en quoi finalement on peut finalement avoir accès sous quelle forme et pour quoi faire. C'est-à-dire, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est alors beaucoup plus sur finalement la production de scénarios, la production de prédictions. Et je reprendrai simplement quand même celle qui avait été faite
par l'OMS, hein, qui était la maladie X, qui était en fait où des gens devaient travailler sur cette prédiction, quelle maladie, quel type, où, quand, comment, où finalement on avait aussi ou l'éthique ou la prédiction qui avait été faite par justement ces travaux portant par Eco-Alliance de 2008 sur les points chauds d'émergence de maladies infectieuses. Il faut se rappeler quand même que la dernière pandémie, 2009, sur un H1N1, ce n'est pas venu d'Asie, c'est venu d'une méga ferme nord-américaine qui produisait du cochon. Donc ça veut dire aussi que finalement, le scénario, les scénarios, la prédiction doit être aussi très transparente sur les modèles, sur la façon dont c'est fait, sur la capacité de les reproduire, c'est-à-dire qu'on doit avoir finalement aussi bien les biais et les limites et sur la façon aussi de communiquer ces résultats. Finalement, ça nous approche finalement à tout un ensemble d'éthiques qui concerne nous scientifiques, c'est-à-dire comment les scientifiques participent de la génération, de la production de ces scénarios et de leur communication donc à un public large, et comment finalement ces prédictions sont utilisées dans le débat public. Et on le voit vraiment, la pandémie de Covid-19 nous l'a bien démontré. L'autre point, c'est que finalement, et là, ça va être peut-être plus dans le concret, encore plus, c'est-à-dire que, comme je disais, je suis quelqu'un de terrain, je suis un écologue de terrain, je passe beaucoup de temps sur le terrain, j'ai une connaissance scientifique des réservoirs, des rongeurs et d'autres types d'animaux, donc et des parasites aussi que je décris. Et puis finalement, ce travail d'écologie de la santé qui s'est construit petit à petit, s'est construit finalement en collaboration avec des administrations locales et en collaboration avec des communautés locales qui ont été de plus en plus intéressées dans finalement des travaux scientifiques qui venaient plutôt les observer et des fois échantillonner leur sang ou leurs fesses ou ceux de leurs animaux domestiques et puis travailler aussi sur leur faune sauvage mais de plus en plus différemment avec des questions qui reviennent directement et on va le voir directement des communautés. Donc finalement avec quelque chose qui est entre un engagement communautaire dans le cadre d'un réseau de partenaires qui sont les communautés locales, l'organisation même de ces communautés au sein d'administrations, les administrations locales et provinciales, et tout un ensemble de partenaires, d'universitaires, de disciplines variées qui vont depuis des sciences sociales jusqu'à des sciences de l'environnement, passant évidemment par les sciences médicales ou vétérinaires ou de l'écologie. Donc sur tout un ensemble de modèles qui vont sur les rongeurs, les tiques, les moustiques, les maladies aussi réellement humaines, les problèmes de aux antibiotiques, l'exposition aux pesticides, c'est une demande réellement qui a été faite par les populations locales. Et aussi des choses qui concernent aussi bien les animaux, leurs animaux domestiques comme les chiens par exemple. Donc finalement avec la nécessité de construire des designs technologiques, alors je reviendrai, et de l'information et de collecter ces informations. Alors sur la biodiversité qui a été relativement énorme en termes de rongeurs et avec des participations importantes de gens qui chassent, connaissent les rongeurs, qui savent les chasser. Donc finalement, on est chasseurs avec une connaissance scientifique et puis chasseurs avec une connaissance écologique traditionnelle et on confronte nos chasses, puis aussi bien les poissons, les grenouilles, les chauves-souris et puis les animaux domestiques comme les chiens, les poulets. Donc voilà, tout un ensemble de données, quoi. Tout ça pour faire finalement des travaux qui sont à cette interface finalement entre santé humaine, santé des animaux et avec les administrations, tout un ensemble de stakeholders et tout un ensemble finalement d'informations qui sont faites. Mais je vais retrouver finalement avec cette question importante qui m'est venue très rapidement sur le terrain par mes pratiques directes, mais aussi par les gens qui sont engagés dans nos projets, y compris les étudiants. Et c'est pour ça qu'une partie de ce diaporama que je vous montre est finalement issue de cours et d'échanges avec des étudiants, et notamment d'un master One Health
pilotée en Asie du Sud-Est entre le CIRAD, l'école vétérinaire de Toulouse, et puis l'université de Cassel-Sarthe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que finalement, c'est toujours un peu ça que je remets, c'est-à-dire que nous avons des responsabilités, et ici au centre de ce cercle, hein, ça peut être un étudiant, mais ça peut être un chercheur, c'est-à-dire que ça peut être l'étudiant que j'envoie sur le terrain, que je dois co-encadrer, mais ça peut être moi qui vais sur le terrain ou un de mes collègues. Finalement, au moment, ben, on a des responsabilités envers nous-mêmes, sur notre santé. On a une responsabilité envers les autres, et notamment bah, soit nos étudiants, soit nos encadrants, soit nos collègues. On a une responsabilité finalement envers notre famille, hein, parce qu'on part sur le terrain, envers nos collègues, envers aussi parce qu'on est financé, donc c'est des institutions qui nous ont financés, donc on a une responsabilité de travail et de travail. Oui, et on a une responsabilité finalement envers différentes institutions. Alors, comme je l'ai montré, quand je suis en Thaïlande, bah, j'ai une responsabilité envers le CNRS et le CIRAD pour la France, mais j'ai une responsabilité envers la faculté de médecine vétérinaire de Cassel-Sarthe et la faculté de médecine tropicale de Maïdol, et avec la coopération internationale qui m'a fait mon visa. Donc tout ça, finalement, ça doit rester dans ce cadre-là, quoi. Et puis sur le terrain, ben, on fait plein de choses, c'est-à-dire qu'on va récupérer des données, on va faire des interviews, des questionnaires, on va aussi faire des échantillonnages. Donc finalement, on va les travailler depuis des communautés, des individus, jusqu'à de la biodiversité, des écosystèmes, parce qu'on va pouvoir, comme mes collègues, collecter du sol, de l'environnement, qui, dans ce cas-là, ce sol, c'est environnement, ça appartient soit à l'État, soit à la communauté, des animaux sauvages qui appartiennent toujours aussi à quelqu'un, ça peut être l'État au travers des parcs nationaux, mais ça peut être aussi les communautés, des animaux domestiques, ils ont tous des propriétaires, même si c'est des fois des propriétés collectives au sein d'un temple. Et on a des communautés qui sont aussi bien des individus, mais qui sont autour de là-dedans, bah, des gens avec qui on va travailler plus particulièrement comme des chasseurs ou des fermiers, des éleveurs. Et puis on a tout un ensemble qui nous permet de rentrer, qui sont un peu des leaders de communautés, qui vont être des informateurs. On a cet aspect toujours derrière, qui sont de genre, de minorités ethniques, qui sont importants, surtout quand on travaille dans les terres hautes de Thaïlande. Donc ça, c'est quelque chose d'important qui finalement fait d'une grosse partie aussi de cet enseignant, mais je dirais adaptatif, c'est-à-dire qui sans arrêt se nourrit de l'expérience de chacun, qui repart, c'est les expériences des étudiants, les expériences des chercheurs, qui doivent se nourrir mutuellement de notre travail de terrain et de travail collaboratif. Un aspect important aussi, c'est aussi parce que c'est de plus en plus utilisé, et notamment en Asie du Sud-Est, c'est l'utilisation de tous les médias sociaux associés, c'est-à-dire que je préviens directement, parce qu'on adore finalement être sur le terrain, on a Facebook, on a Twitter, alors un peu moins en Thaïlande, on a Line, on a d'autres, on a Instagram, on a tout cet ensemble de choses, donc finalement c'est aussi de faire attention qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va communiquer de son travail de terrain en direct par l'intermédiaire des médias sociaux en termes légaux, mais en termes aussi de risque, de probabilité d'utilisation. C'est vrai qu'on peut observer des choses totalement illégales, on en voit sur le terrain, notamment de chasse d'animaux sauvages ou d'autres aspects illégaux qui sont absolument, on a la confiance de la communauté, on ne peut pas finalement mettre ça sur, on a fait des interviews, donc on doit faire vraiment attention et on est confronté sans arrêt, et les étudiants peuvent être confrontés sans arrêt sur ce genre de choses. On va passer, s'il vous plaît, Léo, au deuxième, voilà. Et finalement, ça va m'amener dans dernière et fin de partie, quoi, sur finalement, premièrement, on travaille sur la santé et la santé des humains, donc c'est l'éthique humaine. Alors l'éthique humaine, elle est faite comment? Elle est faite quand on fait par exemple ce travail important qui a été uniquement de regarder les maladies associées, je dirais, à l'alimentation, à l'eau dans les communautés locales. On fait finalement un protocole éthique qui est bien expliqué, enfin avec un design éthique, et puis on a un consent qui est derrière, c'est-à-dire qu'on va en fait demander individuellement un consent. Alors ça, c'est un peu la question traditionnelle, c'est-à-dire que la médecine traditionnelle, c'est le consent individuel, quoi, mais qui finalement
dans les communautés, notamment d'Asie du Sud-Est, où c'est une partie simplement de la chose, parce qu'il faut aussi finalement avoir le consent communautaire, c'est-à-dire l'engagement de la communauté qui se traduit par les chefs de village ou par l'administration, je dirais, du sous-district, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi, et par les dispensaires, quoi. Donc, finalement, ce protocole design, même si on a un côté éthique un peu formel de consent, il doit être derrière bien plus explicité dans notre protocole et dans le protocole éthique, en disant finalement, on doit avoir aussi quels sont les risques et les bénéfices pour la communauté, pas simplement pour l'individu en particulier. Ça, c'est relativement important, ce qu'on découvre. Ce qu'on découvre aussi, alors donc finalement ce genre de type de choses, après on a ces papiers qu'on peut vraiment, dans la hausse, qu'on peut vraiment finalement d'abord développer et bien expliquer. Alors j'ai des difficultés au départ, par exemple au Laos, pas au Laos, en Thaïlande au départ, en 2008, parce que j'avais besoin d'un comité d'éthique, mais pour les animaux cette fois-ci. Donc, c'est-à-dire de pouvoir finalement travailler sur des animaux rongeurs, mais qui sont des rongeurs des maisons, hein, des commensaux, des rongeurs dans les champs. Des gens se débarrassent de ces rongeurs. Et j'avais besoin d'un comité d'éthique parce que je vais manipuler ces rongeurs et je dois en fait aussi m'assurer et démontrer que je ne vais pas occasionner ou je vais occasionner une souffrance minimale et je travaille dans des conditions qui respectent aussi à la fois la souffrance animale, l'éthique, le nombre d'animaux qui vont être sacrifiés ou non sacrifiés, et puis les problèmes aussi sécuritaires. Bah, au tout départ, les gens me regardaient en disant mais il n'y a pas besoin, c'est-à-dire tout ça c'est des pestes, tuez-les, c'est très bien quoi. Et je dis non, il me faut un papier quoi, donc c'est pas possible. Ça c'était vraiment relativement long et c'est relativement récent, ça fait simplement quelques années que finalement se développe réellement un comité d'éthique qui va concerner finalement les rats et les souris des champs et des maisons qui sont aussi des ravageurs pour les entrepôts ou pour les productions agricoles. Donc ça, c'est ce premier point qui finalement se redécouvre de plus en plus dans cette éthique de la santé animale, qui est finalement souvent un peu différente parce que l'éthique de la santé animale, c'est souvent finalement une éthique du bien-être de la santé animale. C'est pas forcément la même chose. Ce qu'on voit et quand on fait un consent, quand on fait finalement on fait un protocole éthique, c'est plutôt les responsabilités aussi qu'on a alors, vers le propriétaire. C'est-à-dire, finalement, notre action que nous allons faire de prélèvement ou d'études sur un animal domestique, hein, que ce soit un chat, un chien, une vache ou un poulet, quel va être aussi le bénéfice que va en retirer le propriétaire ou la communauté, quoi, et finalement, quels peuvent être les risques faits en termes de pertes économiques pour l'individu et aussi en termes sentimentaux. Donc ça, c'est ce que finalement, et c'est souvent, alors des fois aussi un peu à expliquer, donc c'est le cas, on a beaucoup plus travaillé à cette interface avec l'antibiorésistance et la gestion des antibiotiques aux interfaces entre usage pour des fermes, aussi bien pour le cochon que le poulet, mais aussi usage des antibiotiques chez les humains et aussi en circulation des gènes d'antibiorésistance dans la faune sauvage. Où là, finalement, il a bien fallu confronter deux protocoles éthiques, à la fois pour les humains, à la fois pour les animaux sauvages et pour les animaux domestiques. Là, on a commencé à travailler. Mais le côté aussi, quand même, c'est aussi de se poser la question, c'est les conséquences peuvent être fortes sur la santé humaine, sur la santé animale. L'exemple, je crois que notre exemple fort moi, m'a beaucoup marqué, c'est finalement en tant que personne qui utilisait la biodiversité, qui s'intéresse à la diversité bioculturelle, c'est-à-dire à la diversité des races animales, et parce que aussi l'Asie du Sud-Est, c'est un point chaud un centre de domestication importante, mais avec aussi plein d'espèces en danger. Qu'est-ce qui s'est passé finalement quand il y a eu la crise H5N1, donc la grippe aviaire qui a émergé en Asie? Ce sont des millions de poulets qui ont été abattus, mais qui ont été en fait très sélectifs dans l'abattage, avec une disproportion sur les poulets de backyard, mais surtout aussi après avec les mesures finalement d'après. Qu'est-ce qui se passe après? Une crise sanitaire.
Après une crise sanitaire, généralement, pour ce qui se passe, on va augmenter la biosécurité et la biosurveillance. La biosécurité fait qu'il faut avoir des fermes qui puissent répondre finalement à la sécurité. Ça veut dire que c'est uniquement l'élevage intensif qui peut le permettre. Et des aspects de biosécurité, ben finalement, on s'est attaqué au coq de combat. Donc des collègues ont commencé à regarder quel a été l'impact de la gestion de la crise sanitaire sur la diversité des races de poulets indigènes. Et bien, il y a une perte de la diversité de ces races de poulets. Non pas à cause du virus, loin de là, puisque généralement les virus aviaires ont moins d'impact d'ailleurs, comme on peut le voir avec le H5N8 en Europe, et notamment dans le sud de la France. Ces virus-là ont moins d'impact sur les races traditionnelles, qui peuvent être infectées, mais qui se relèvent beaucoup plus résistantes finalement, elles peuvent s'immuniser que contre les races industrielles, qui sont généralement homogènes génétiquement, qui sont aussi plus faibles d'un point de vue immunitaire et souvent stress dû à l'élevage. Donc finalement, ça pose aussi la question de la responsabilité, notamment sur l'antibiorésistance. Les résultats de l'antibiorésistance, c'est quand même que potentiellement, on est en capacité de mettre à l'index, alors pas forcément le petit backyard, mais on met à l'index les fermes moyennes qui en fait utilisent beaucoup d'antibiotiques comparativement aux petites fermes et surtout par rapport à l'élevage industriel qui a commencé à faire sa révolution de passer à des œufs ou de la production sans antibiotiques. Donc tout ça, ça nous pose aussi en septième point finalement une éthique de l'environnement. Et je vous montrerai ça avec la dernier travail qu'on commence à monter, juste qu'on démarre maintenant, où on s'intéresse finalement aux chauves-souris et au débordement de virus de chauve-souris, quels qu'ils soient. Hein. Mais finalement, pas que ces débordements. Finalement, retravailler encore dans c'est-à-dire arrêter, parce que je pense que c'est ça aussi, de ne faire que du screening de virus, mais regarder finalement cette écologie, comment ça marche, comment il y a des transmissions, comment il y a des débordements entre finalement plusieurs compartiments qui seraient des chauves-souris, qui seraient aussi des, euh, des rongeurs, mais qui sont aussi des animaux domestiques comme les chiens, et tout ça avec des humains. Alors j'ai dit les chiens, d'autant plus important que vous êtes peut-être au courant, mais il y a quelques jours, ont été notés qu'un nouvel coronavirus du chien a été trouvé sur des patients finalement présentaient des problèmes respiratoires infectieux hospitalisés en Malaisie. Donc finalement, c'est des choses assez courantes. Tous ces coronavirus qui circulent, ça a l'air d'être important, mais finalement, c'est dans des contextes, quoi. Et là, je trouve que c'est quelque chose qui a été relativement intéressant parce que quand Song, qui est ici, qui est l'étudiant qui porte finalement un projet qui est de virologie avec des collègues comme Mériadec Le Gouil ou Éric Leroy, quoi. Finalement, lui, il a commencé à travailler l'engagement et il a eu l'engagement communautaire tout de suite. C'est-à-dire que le dispensaire a dit oui, ça nous intéresse sur ces communautés, donc nous allons porter le comité éthique, vous en occupez pas. Donc le dispensaire et le département de la santé vont monter le comité éthique pour les humains. Les chauves-souris, ça appartient au parc national, dans une grotte, a dit tout de suite à Song, oui, ça nous intéresse, donc on vous fait les papiers, donc et vous allez pouvoir faire tout le travail concernant ces chauves-souris, parce qu'on envoie ça sur le département des parcs nationaux en Thaïlande, et puis bon, on a chance d'être connu, parce que je travaille sur pas mal d'autres animaux sauvages, y compris d'ailleurs des primates non humains en Thaïlande, donc on va avoir ce dossier-là, et puis les communautés ont tout de suite dit oui, ça nous intéresse, à la fois les chefs de village, l'administration, les volontaires de la santé ou les volontaires qui travaillent sur la faune sauvage, et également aussi la santé animale, qui livestock, a dit finalement ce que vous posez comme ça vous intéresse, sur les chauves-souris, mais aussi sur les chiens et les autres animaux, comment tout ça se passe, quoi. Donc finalement, on peut réellement mettre en place, mais parce que c'est beaucoup plus, je dirais, retravailler, qu'on construit ensemble, c'est-à-dire on peut vraiment mettre en place cette réflexion éthique, c'est-à-dire de travailler finalement sur une formulation commune d'un problème, ce qui permet de mettre en place un design
assez complexe finalement, hein, qui va concerner différents types d'informations, qui va concerner aussi, parce qu'on a des anthropologues des sciences sociales qui sont là, des questionnaires, des interviews, des participations, et on va mettre aussi mieux comprendre les animaux domestiques parce qu'on met aussi des colliers sur les chiens pour regarder comment les chiens se déplacent dans l'environnement, donc l'écologie, l'éthologie des chiens et de leurs humains, donc, et la santé. Donc, c'est toute une implémentation aussi assez complexe. Donc, finalement, on met ça en place, on le développe. Tout ça dans le cadre d'un engagement communautaire qui va nous permettre d'avoir des engagements éthiques et qui, vous voyez, couvre finalement tout un ensemble de projets. C'est-à-dire qu'on développe un projet, mais on va être obligé de le redévelopper dans les consents et dans les protocoles éthiques qu'on va faire. Et évidemment, on va réaliser, analyser, et là, on va se retrouver à un autre problème qu'on va bientôt développer, c'est finalement comment communiquer des valeurs finalement différentes, des résultats très différents, et avec je dirais, des porteurs d'enjeux, qu'ils soient aussi bien de la santé locale ou des communautés locales, des chefs de village, des volontaires, du parc national, comment nous allons communiquer, comment nous allons aussi avec des points de vue différents, des attentes différentes. Donc, finalement, quel type de recommandations communes on peut aller et quel type de futur on peut imaginer. Alors, évidemment, aussi tout un ensemble de questionnements très importants qui va concerner toute la documentation qu'on commence à accumuler, hein, sur ça et finalement sur la dissémination de ces résultats. Donc tout ça, et ça sera ma dernière partie, je finis, hein, ça pose évidemment les problèmes d'une éthique globale. Finalement, entre une éthique globale qui était très centrée sur la santé humaine, sur l'éthique, sur la justice essentiellement, sur l'accès, sur la justice sociale, la justice en termes de santé, justice économique, avec nouveaux choses qui sont sur ce nouveau santé qui sortent au niveau global, que j'appellerais la santé One Health, à une seule santé, ou la santé planétaire, planetary health. C'est-à-dire finalement, a-t-on besoin d'une éthique de la santé globale? Je ne suis pas éthicien, mais moi de terrain, je me pose des questions. Est-ce qu'on a plutôt besoin aussi de développer des principes et des valeurs qui finalement dans les différents types d'éthique, finalement, ça aussi, ça va nous poser la question, ce côté très, très opérationnel qui va automatiquement aller vers le droit, vers comment tout ça va se mettre en régulation, comment cette régulation va même aussi peut-être s'adapter finalement à tout ce travail de terrain, à toutes ces enquêtes, à toutes ces questionnements sans arrêt d'une santé partagée. Ça pose finalement cette question d'un espace, d'un paysage des éthiques et finalement de se dire que on a différentes éthiques, c'est vrai, on a des différentes éthiques en sciences sociales, en anthropologie, en médecine vétérinaire, en éthique, en environnemental éthique, c'est-à-dire que finalement, ces éthiques qui vont en fait depuis des choses très individuelles et des choses très nationales, je dirais, passant par la communauté des institutions, c'est aussi derrière le côté moral, c'est-à-dire le côté moral du chercheur, hein, et côté de ces valeurs qu'on va porter et qui se traduisent finalement par une éthique concrète d'action avec derrière des concepts, avec des codes, des chartes, des déontologies et finalement tout ça dans des lois et de la législation, de la régulation. Donc finalement, c'est penser que on va travailler sur les liens biodiversité-santé, ben, on le voit, c'est travailler dans un cadre pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec des disciplines variées, souvent d'ailleurs avec une hiérarchie de ces disciplines, mais avec un pluralisme scientifique qu'on doit faire et derrière aussi un pluralisme d'éthique, de valeurs et de responsabilité. C'est très clair quand on regarde l'éthique environnementale qui peut avoir une vision anthropocentrique ou écocentrique, très individuelle, individualiste, hein, et ou très communautariste. Finalement, de se poser la question aussi des responsabilités, pour qui, pourquoi et vers qui. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Serge Morand, pour intervention très intéressante, vraiment très intéressante, passionnante, parce que vous nous avez fait rentrer sur vos terrains. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que
la science telle qu'elle se fait. Je crois que c'est une des, on va dire, je ne sais pas comment le formuler, mais un des aspects positifs finalement de la crise pandémique, c'est qu'elle nous aura permis, les uns et les autres, euh, à découvrir finalement la science telle qu'elle se fait, parfois avec ses faiblesses aussi, hein, comme on a pu voir sur certains sujets. Mais ici, en tout cas, dans le cas présent que vous nous présentez, avec ces potentialités plutôt en termes de transversalité de domaine, en termes d'insertion dans un contexte local particulier, en prenant en compte les communautés, leurs valeurs, leur culture. Hein, ça passe par le consentement, mais ça passe aussi par la coopération, hein, nécessaire avec les acteurs de terrain pour pouvoir avancer sur les domaines qui sont les vôtres. Donc c'est vraiment passionnant. On voit que l'éthique est omniprésente, hein, de l'échantillonnage jusqu'à la question de l'environnement, en passant par les données, la prédiction, la santé humaine, les protocoles. Et effectivement, vous faites par une ouverture, un questionnement, euh, comment nous pouvons finalement rendre cohérent le pluralisme scientifique, le pluralisme moral et le pluralisme culturel. Je crois que c'est le gros défi finalement de cette idée de One Health ou de santé globale. On va avancer dans les distinctions de ces concepts. Pour l'instant, on peut rester comme ça un peu sur les deux concepts. Mais voilà, cette idée que souvent on a opposé au pluralisme son, son, son défaut de relativisme, hein, que ce soit le pluralisme culturel, le pluralisme moral ou le pluralisme scientifique. Et on a souvent inscrit les débats dans une opposition entre une pensée moniste, notamment en sciences, hein, avec le positivisme, qui devrait lutter contre le relativisme, qui serait l'éclatement, la dilution, la perte de repères. Et finalement, dans ce relativisme, on ne saurait plus très bien comment reconnaître la science et sa spécificité. Là, on voit très bien, et je trouve que c'est une très belle illustration, de la pauvreté de cette opposition et de la nécessité d'une troisième voie qui, en fait, allie rigueur scientifique, robustesse méthodologique, exigence scientifique et implication, pertinence sociale, responsabilité. Et donc, finalement, cette voie du pluralisme, qu'il soit scientifique, culturel ou moral, en fait, elle permet de dépasser cette opposition binaire qu'on a trop longtemps fait entre des sciences qui seraient parce qu'elles sont réductionnistes, robustes, et des sciences qui, parce qu'elles seraient transversales, le seraient moins. Voilà, on voit bien que c'est pas cette opposition dont il s'agit, et que vos travaux en sont une belle démonstration. Donc, merci beaucoup pour ça. Voilà. Est-ce que, avant de passer peut-être à la deuxième intervention, parmi les participants, certains veulent poser une question ou des éléments de clarification? N'hésitez pas. Sinon, on passe à l'intervention de Claire et puis Sinon, on pourra avoir. voilà, je dis que le Ouais, le diaporama est totalement libre oui, d'accès, hein. Il n'y a aucun souci, quoi. bon, Et d'ailleurs, tous les ouvrages qui sont mentionnés, tout ça aussi sont disponibles. Voilà. parfait. Toutes les Oui, informations présentées. Tout à fait. merci beaucoup pour ce partage. Et puis, oui, je complète en disant que cette matinée est enregistrée aussi, donc elle sera mise en ligne sur le site de l'Espace Éthique, ce qui permettra aux uns et aux autres d'y revenir et d'y travailler, d'y retravailler, puisqu'il y a énormément de contenu. Parfait, ben merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions à ce stade-là, peut-être qu'elles vont arriver au fur et à mesure des présentations, et puis c'est bien que s'engage aussi un dialogue entre les intervenants. Je, je vais passer la parole à Claire, Claire Lajeunie tout de suite.